La Tunisie, en forme longue la République tunisienne, en arabe, Al-Jumhuriyya Tunisia, est un État d'Afrique du Nord bordé au nord et à l'est par la mer Méditerranée, 1566 km de côte, à l'ouest par l'Algérie avec 965 km de frontières communes et au sud-est par la Libye avec 459 km de frontières. Sa capitale Tunis est située dans le nord-est du pays, au fond du golfe du même nom. Plus de 30% de la superficie du territoire est occupée par le désert du Sahara, le reste étant constitué de régions montagneuses et de plaines fertiles. La Tunisie est le foyer de la culture capsienne, une culture mésolithique qui a duré de 10 000 à 6 000 avant notre ère, et à qui la ville de Gafsa a donné son nom. Elle est aussi le berceau de la civilisation carthaginoise qui atteint son apogée au IIIe siècle avant Jésus-Christ, avant de faire partie du royaume berbère de la Numidie unifiée, puis de devenir une province importante de l'Empire romain. Longtemps appelée Régence de Tunis, notamment sous la domination ottomane, la Tunisie passe sous protectorat français, le 12 mai 1881 avec la signature du traité du Bardo. À l'indépendance, le 20 mars 1956, elle devient d'abord une monarchie constitutionnelle ayant pour souverain Lamine Bey, 19e et dernier bey régnant de la dynastie des Husseynites. Mais, le 25 juillet 1957, la République est proclamée et le leader nationaliste Habib Bourguiba devient le premier président de la République tunisienne. Il modernise le pays qu'il dirige pendant 30 ans, marqué à la fin par le clientélisme et la montée de l'islamisme. En 1987, il est déposé par le Premier ministre Zine El Abidine Ben Ali, qui poursuit les principaux objectifs du bourguibisme tout en libéralisant l'économie, mais exerce une présidence autoritaire et policière, caractérisée par l'importance de la corruption. Ben Ali est chassé le 14 janvier 2011 par une révolution populaire et se réfugie en Arabie Saoudite, à Djeddah sous le coup, avec son épouse Leila Ben Ali, d'un mandat d'arrêt international. Intégrée aux principales instances de la communauté internationale telles que l'ONU ou la Cour pénale internationale, la Tunisie fait également partie de l'Union du Maghreb arabe, de la Ligue arabe, de la Grande Zone arabe de libre-échange, du marché commun de l'Afrique orientale et australe, de l'Organisation de la coopération islamique, de l'Union pour la Méditerranée, de l'Union africaine, de l'Organisation internationale de la francophonie, du groupe des 77, de la communauté des États sahélo-sahariens et du mouvement des non-alignés. La Tunisie a également conclu un accord d'association avec l'Union européenne et obtenu le statut d'allié majeur non membre de l'OTAN. Le nom actuel de la Tunisie, qui vient du français, est dérivé du nom de la capitale, Tunis, suivi du suffixe latin ie. Le dérivé latin est par la suite adopté dans plusieurs autres langues européennes, à quelques modifications près, pour différencier le pays de la ville de Tunis. Toutefois, dans certaines langues, il n'y a pas eu une telle modification, comme en russe, Tunis en espagnol, Tunaise, et en arabe, Tunis. Dans ces cas, seul le contexte permet de déterminer si l'on parle de la ville ou du pays. Avant cela, le territoire de la Tunisie est appelé Ifriqiya ou encore Africa dans l'Antiquité, ce qui donne par la suite son nom à l'Afrique. La Tunisie, le plus petit des États du Maghreb, se situe au nord du continent africain. Il est séparé de l'Europe par une distance de 140 km au niveau du canal de Sicile. Disposant d'une superficie de 163 610 km², le pays est limité à l'ouest par l'Algérie avec 965 km de frontières communes, au sud-est par la Libye avec 459 km de frontières, et au nord et à l'est par la mer Méditerranée avec 1566 km de côte, 2290 km si l'on prend en compte les linéaires des îles, îlots, archipels et les linéaires artificiels. Le désert du Sahara occupe une superficie comprise entre 33% et 40% du territoire, selon qu'on le définisse d'après son aridité ou selon des caractéristiques paysagères. La superficie des terres à vocation agricole est estimée à 10 millions d'hectares, répartis en 5 millions de terres labourables, 4 millions de parcours naturels et 1 million de forêts et garrigues. La Tunisie possède un relief contrasté avec une partie septentrionale et occidentale montagneuse, la dorsale tunisienne, située dans l'extension du massif montagneux de l'Atlas.
elle est coupée par la plaine de la Medjerda, le seul cours d'eau du pays qui soit alimenté de façon continue. Le point culminant du territoire est le Djebel Chambi culminant à 1544 mètres. À l'est, une plaine s'étend entre Hammamet et Ben Gardan, via le Sahel tunisien et la Djeffara. La partie méridionale du pays, principalement désertique, est divisée entre une succession de chott, Chott el Rarsa, Chott el Jérid et Chott el Fejaj, des plateaux rocheux et les dunes du Grand Erg oriental. Le littoral parsemé de tombolos et de lagunes s'étend sur 1566 km dont 575 de plages sablonneuses. Quelques îles dont les Kerkena et Djerba parsèment le littoral. Le climat de la Tunisie se divise en 7 zones bioclimatiques, la grande différence entre le nord et le reste du pays étant due à la chaîne de la dorsale tunisienne qui sépare les zones soumises au climat méditerranéen, classification de Köppen CSA, de celles soumises au climat désertique chaud, classification de Köppen BWH, typique du Sahara, le plus grand désert chaud du globe. Entre les deux, on y trouve le climat semi-aride chaud, classification de Köppen BSH, avec des caractéristiques communes aux deux principaux régimes climatiques du pays. En raison de sa situation géographique, le climat tunisien est influencé par divers types de vents. La côte nord est exposée aux vents marins doux et humides soufflant depuis le sud de la France, ce qui provoque une baisse significative des températures et une hausse des précipitations, et le sud du pays aux vents continentaux chauds et secs, tels le sirocco soufflant sur les grandes étendues désertiques et les plaines, provoquant alors une brutale hausse des températures et un net assèchement de l'atmosphère. Le pays bénéficie également d'un taux d'ensoleillement important dépassant 3000 heures par an, et qui atteint des sommets dans le sud désertique, aux abords des frontières algériennes et libyennes. Les températures varient en fonction de la latitude, de l'altitude et de la proximité ou de l'éloignement de la mer Méditerranée. S'il peut faire quelques degrés au-dessous de 0 degrés Celsius dans les montagnes de Kroumiri en hiver, la température maximale grimpe souvent aux environs de 50 degrés Celsius dans les régions désertiques en été. La pluviométrie annuelle moyenne varie également selon les régions, d'environ 1000 mm au nord à environ 380 mm au centre et jusqu'à moins de 50 mm à l'extrême sud. La flore varie beaucoup en fonction des régions. Celle des régions côtières est semblable à celle de l'Europe méridionale et comprend prairies, garrigues, maquis et forêts de chênes-lièges. Plus au sud, la végétation est de type stépique avec une dominance de l'alpha. Dans les régions arides de l'extrême sud, les oasis sont plantées de palmiers dattiers. 15 aires naturelles ont été érigées en parcs nationaux. Le parc national de l'Ichkeul, qui s'étend sur 12 600 hectares, est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il existe également 16 réserves naturelles qui ont pour but d'être un habitat pour des espèces ayant une valeur écologique, économique et en tant qu'écosystème vulnérable. Selon une étude du programme méditerranéen du WWF, la région côtière du Nord-Ouest figure parmi les 13 sites de la Méditerranée qui se distinguent par leur richesse naturelle, leur biodiversité et leurs espèces végétales et animales uniques. Dans ce contexte, la Tunisie est le pays méditerranéen le plus touché par le changement climatique, lequel favorise les pénuries d'eau et l'érosion des côtes. Depuis plusieurs années, l'agriculture est exposée à des sécheresses récurrentes qui participent à l'exode rural. En outre, pour compenser la raréfaction des pluies, les agriculteurs utilisent toujours plus d'engrais et de pesticides, souligne la chercheuse Samia Moueli. Ainsi, selon la FAO, le pays est passé de 5 kg d'engrais chimiques utilisés à l'hectare au début des années 1960 à près de 25 kg au milieu des années 1990. Les pollutions industrielles, favorisées par un manque de régulation étatique, constituent également un frein au développement durable dans le pays. La Tunisie est dans une situation de stress hydrique selon les critères de l'ONU, moins de 500 mètres cubes d'eau par habitant et par an. La Medjerda, le grand fleuve tunisien, est menacée par la pollution, sa qualité n'a cessé de baisser et, selon l'étude du ministère de l'Environnement réalisée en 2018, 60 000 tonnes de polluants finissent chaque année dans le fleuve.
L'espace tunisien apparaît inégalement peuplé et développé sur le plan socio-économique selon un gradient intérieur littoral, ouest-est. Les 13 gouvernorats côtiers totalisent ainsi 65,3% de la population totale avec une forte densité de population, 140 habitants par kilomètre puissance 2 contre 65,6 pour l'ensemble du pays. La Tunisie est urbanisée à 65,6% en 2007 et connaît un taux d'urbanisation annuel de 3,6%. Le réseau urbain se situe sur la bande littorale orientale, entre les régions de Bizerte et Gabès en passant par Tunis, le Cap Bon, le Sahel et Sfax, centre-est du pays, qui dispose des plus grandes infrastructures économiques et concentre plus de 80% de la population urbaine. Au terme du recensement de 2014. Les principales municipalités sont Tunis, Sfax, Sousse, Etadamen-Mnila, Kérouan, Bizerte, Gabès, La Soukra, Sidi Hassine et Mohamedia. La Tunisie est divisée en 24 gouvernorats qui portent le nom de leur chef-lieu. 1. Gouvernorat de l'Ariana, 2. Gouvernorat de Béja, 3. Gouvernorat de Ben Arous, 4. Gouvernorat de Bizerte, 5. Gouvernorat de Gabès, 6. Gouvernorat de Gafsa, 7. Gouvernorat de Djendouba, 8. Gouvernorat de Kérouan, 9. Gouvernorat de Kasserine, 10. Gouvernorat de Kébili, 11. Gouvernorat du Kef, 12. Gouvernorat de Madia, 13. Gouvernorat de la Manouba, 14. Gouvernorat de Médénine, 15. Gouvernorat de Monastir, 16. Gouvernorat de Nabeul, 17. Gouvernorat de Sfax, 18. Gouvernorat de Sidi Bouzid, 19. Gouvernorat de Siliana, 20. Gouvernorat de Sousse, 21. Gouvernorat de Tataouine, 22. Gouvernorat de Tozeur, 23. Gouvernorat de Tunis, et 24. Gouvernorat de Zarouane. À leur tête se trouvent des gouverneurs, nommés par le président de la République, qui sont les dépositaires de l'autorité de l'État. 3 institutions les aident à accomplir leur mission, le Conseil local de développement, le Conseil rural et le comité de quartier. Aux côtés des gouverneurs se trouvent les conseils régionaux qui sont chargés d'examiner toutes les questions intéressant le gouvernorat dans les domaines économiques, sociaux et culturels. Ils donnent ainsi leur avis sur les programmes et projets que l'État envisage de réaliser dans leurs gouvernorats respectifs, arrêtent le budget des gouvernorats et les impôts perçus au profit de la collectivité publique et établissent des relations de coopération avec des instances étrangères de niveau régional, après approbation du ministre de l'Intérieur. Les gouvernorats sont subdivisés en 264 circonscriptions administratives, les délégations. Depuis un décret du 26 mai 2016, l'entièreté du territoire est également subdivisée en 350 municipalités. La plus petite division administrative est le secteur Ouimada, dont le nombre se monte à 2073. Au travers des siècles, le territoire de l'actuelle Tunisie a successivement été sous influence carthaginoise, numide, romaine, byzantine, vandale, omeyyade, arlabide, fatimide, normande, almohade, hafside, ottomane et française. Ces circonstances, ainsi que la position de la Tunisie à l'intersection entre le bassin méditerranéen, l'Europe et l'Afrique, ont influencé la diversité culturelle du pays. Les premières traces de présence humaine en Tunisie datent du Paléolithique. C'est à 20 km à l'est de Gafsa, dans l'oasis d'El Guettar, que se rassemble une petite population nomade de chasseurs-cueilleurs moustériens. Michel Gruet, l'archéologue qui découvre le site, relève qu'il consomme des dattes dont il retrouve le pollen aux alentours de la source aujourd'hui asséchée. À une culture ibéro-maurusienne, répartie sur le littoral et relativement minime en Tunisie, succède la période du Capsien, nom créé par Jacques de Morgan et issu du latin capsa, qui a lui-même donné le nom de l'actuel Gafsa. Morgan définit le Capsien comme étant une culture allant du Paléolithique supérieur au Néolithique, couvrant ainsi une période qui s'étend du 8e au 5e millénaire avant Jésus-Christ. D'un point de vue ethnologique et archéologique, le Capsien prend une importance plus grande, puisque des ossements et des traces d'activité humaine remontant à plus de 15 000 ans,
sont découverts dans la région. Outre la fabrication d'outils en pierre et en silex, les Capsiens produisaient, à partir d'ossements, divers outils dont des aiguilles pour coudre des vêtements à partir de peaux d'animaux. Au Néolithique, 4500 à 2500 avant Jésus-Christ environ, arrivé tardivement dans cette région, la présence humaine est conditionnée par la formation du désert saharien, qui acquiert son climat actuel. De même, c'est à cette époque que le peuplement de la Tunisie s'enrichit par l'apport des Berbères, issus semble-t-il de la migration vers le nord de populations libyques, ancien terme grec désignant les populations africaines en général. Le Néolithique voit également le contact s'établir entre les Phéniciens de Tyr, les futurs Carthaginois qui fondent la civilisation punique, et les peuples autochtones de l'actuelle Tunisie, dont les Berbères sont désormais devenus la composante essentielle. On observe le passage de la préhistoire à l'histoire principalement dans l'apport des populations phéniciennes, même si le mode de vie néolithique continue un temps à exister aux côtés de celui des nouveaux arrivants. Cet apport est nuancé, notamment à Carthage, centre de la civilisation punique en Occident, par la coexistence de différentes populations minoritaires mais dynamiques comme les Berbères, les Grecs, les Italiens ou les Ibères d'Espagne. Les nombreux mariages mixtes contribuent à l'établissement de la civilisation punique. L'entrée de la Tunisie dans l'histoire se fait par l'expansion d'une cité issue d'une colonisation proche-orientale. La Tunisie accueille progressivement une série de comptoirs phéniciens comme bien d'autres régions méditerranéennes. Le premier comptoir selon la tradition est celui d'Utique, qui date de 1101 avant Jésus-Christ. En 814 avant Jésus-Christ, des colons phéniciens venus de Tyr fondent la ville de Carthage. D'après la légende, c'est la reine Élissa, Didon pour les Romains, sœur du roi de Tyr Pygmalion, qui est à l'origine de la cité 48. Ouverte sur la mer, Carthage est également ouverte structurellement sur l'extérieur. Un siècle et demi après la fondation de la ville, les Carthaginois ou Puniques étendent leur emprise sur le bassin occidental de la mer Méditerranée. Cette présence prend diverses formes, y compris celle de la colonisation, mais reste d'abord commerciale, comptoir de commerce, signature de traités, etc. La mutation vers un empire plus terrestre se heurte aux Grecs de Sicile, puis à la puissance montante de Rome et de ses alliés massaliotes, campaniens ou italiotes. Le cœur carthaginois qu'est la Tunisie, à la veille des guerres puniques, possède une capacité de production agricole supérieure à celle de Rome et de ses alliés réunis, et son exploitation fait l'admiration des Romains. La lutte entre Rome et Carthage prend de l'ampleur avec l'essor des deux cités, ce sont les trois guerres puniques, qui faillirent voir la prise de Rome mais se conclurent par la destruction de Carthage, en 146 avant Jésus-Christ, après un siège de 3 ans. À l'issue de la troisième guerre punique, Rome s'installe sur les décombres de la ville. La fin des guerres puniques marque l'établissement de la province romaine d'Afrique dont Utique devient la première capitale, même si le site de Carthage s'impose à nouveau par ses avantages et redevient capitale en 14. En 44 avant Jésus-Christ, Jules César décide d'y fonder une colonie romaine, la Colonia Julia Carthago, mais il faudra attendre quelques décennies pour qu'Auguste lance les travaux de la cité. La région connaît alors une période de prospérité où l'Afrique devient pour Rome un fournisseur essentiel de productions agricoles, comme le blé et l'huile d'olive, grâce aux plantations d'oliviers chères aux Carthaginois. La province se couvre d'un réseau dense de cités romanisées dont les vestiges encore visibles à l'heure actuelle demeurent impressionnants. Il suffit de mentionner les sites de Douga, Antique Tuga, Sbeitla, Sufetula, Bularegia, Elgem, Tisdrus, ou Tuburbo-Majus. Partie intégrante de la République puis de l'Empire avec la Numidie, la Tunisie devient pendant 6 siècles le siège d'une civilisation romano-africaine d'une exceptionnelle richesse, fidèle à sa vocation de carrefour du monde antique. La Tunisie est alors le creuset de l'art de la mosaïque, qui s'y distingue par son originalité et ses innovations. Concurrents des dieux romains, des dieux indigènes apparaissent sur des frises d'époque impériale, et le culte de certaines divinités, Saturne et Caelestis, s'inscrit dans la continuité du culte voué par les Puniques à Baal-Hamon et à Tanit, Saparèdre. Le carrefour du monde antique voit aussi l'installation précoce de communautés juives et, dans le sillage de celles-ci, des premières communautés chrétiennes.
L'apogée du IIe et du début du IIIe siècle ne va toutefois pas sans heurts, la province connaissant quelques crises au IIIe siècle avant Jésus-Christ, elle est frappée par la répression de la révolte de Gordien Ier en 238. Elle subit de même les affrontements entre usurpateurs au début du IVe siècle. La province est l'une des moins touchées par les difficultés que connaît l'Empire romain entre 235 et le début du IVe siècle. Avec la tétrarchie, la province recouvre une prospérité que révèlent les vestiges archéologiques, provenant tant de constructions publiques que d'habitations privées. Cette époque est aussi le premier siècle du christianisme officiel, devenu religion licite en 313 et religion personnelle de l'empereur Constantin. Dans un espace ouvert sur l'extérieur comme l'est alors la province d'Afrique, le christianisme se développe de façon précoce grâce aux colons, commerçants et soldats, et la région devient l'un des foyers essentiels de la diffusion de la nouvelle foi, même si les affrontements religieux y sont violents avec les païens. Dès le IIe siècle, la province applique aussi les sanctions impériales, les premiers martyrs étant attestés dès le 17 juillet 180, ceux qui refusent de se rallier au culte officiel peuvent être torturés, relégués sur des îles, décapités, livrés aux bêtes féroces, brûlés voire crucifiés. À la fin du IIe siècle, la nouvelle religion progresse dans la province car, malgré une situation difficile, la nouvelle foi s'implante plus vite qu'en Europe, notamment en raison du rôle social joué par l'Église d'Afrique qui apparaît dans la seconde moitié du IIIe siècle, aidée en cela par une très forte densité urbaine. De plus, une fois l'édit de Thessalonique publié par l'empereur Théodose Ier en 381, la christianisation devient automatique, puisqu'aucun autre culte n'est permis dans l'Empire. Ainsi, au cours du Ve siècle et sous l'action dynamique d'Augustin d'Hippone et l'impulsion de quelques évêques, les grands propriétaires terriens et l'aristocratie citadine se rallient au christianisme, où ils voient leur intérêt, l'Église intégrant alors les diverses couches sociales. Rapidement, la province d'Afrique est considérée comme un phare du christianisme latin occidental. Cette expansion rencontre toutefois des obstacles, en particulier lors du schisme donatiste qui est condamné de façon définitive au concile de Carthage. Ce dernier accuse les schismatiques d'avoir coupé les liens entre l'Église africaine et les églises orientales originelles. En dépit de cette lutte religieuse, la conjoncture économique, sociale et culturelle est relativement favorable au moment du triomphe du christianisme, comme en témoignent les nombreux vestiges, notamment de basiliques à Carthage et de nombreuses églises aménagées dans d'anciens temples païens, comme à Sbeitla, ou même certaines églises rurales découvertes récemment. Le 19 octobre 439, après s'être rendus maîtres d'Hippone, les Vandales et les Alains entrent dans Carthage, où ils installent leur royaume pour près d'un siècle. Les Vandales sont adeptes de l'arianisme, déclarés hérésie au concile de Nicée, ce qui ne facilite pas les relations entre eux et les notables locaux majoritairement chalcédoniens. Or les Vandales exigent de la population une totale allégeance à leur pouvoir et à leur foi. En conséquence, ceux qui tentent de s'opposer aux Vandales ou à l'arianisme sont persécutés, de nombreux hommes d'église sont martyrisés, emprisonnés ou exilés dans des camps au sud de Gafsa. Dans le domaine économique, les Vandales appliquent à l'église la politique de confiscation dont doivent pâtir les grands propriétaires. Cependant, la culture latine reste largement préservée et le christianisme prospère, tant qu'il ne s'oppose pas aux souverains en place. Dans ce contexte, le territoire, enserré par des principautés berbères, est attaqué par les tribus de nomades chameliers. La défaite, en décembre 533 à la bataille de Tricaméron, confirme l'anéantissement de la puissance militaire vandale. Carthage est prise facilement par les Byzantins dirigés par le général Bélisaire, envoyé par Justinien, le roi vandale Gélimée se rendant en 534. Malgré la résistance des Berbères, les Byzantins rétablissent l'esclavage et instituent de lourds impôts. Par ailleurs, l'administration romaine est restaurée. L'Église d'Afrique est mise au pas et Justinien fait alors de Carthage, le siège de son diocèse d'Afrique. À la fin du VIe siècle, la région est placée sous l'autorité d'un exarque cumulant les pouvoirs civils et militaires, et disposant d'une large autonomie vis-à-vis de l'empereur. Prétendant imposer le christianisme d'État, les Byzantins pourchassent le paganisme, le judaïsme et les hérésies chrétiennes. Pourtant, à la suite de la crise monothéiste,
les empereurs byzantins, opposés à l'église locale, se détournent de la cité. Or, avec une Afrique byzantine entraînée dans le marasme, un état d'esprit insurrectionnel secoue des confédérations de tribus sédentarisées et constituées en principautés. Ces tribus berbères sont d'autant plus hostiles à l'Empire byzantin, qu'elles ont conscience de leur propre force. Avant même sa prise par les Arabes en 698, la capitale et, dans une certaine mesure, la province d'Afrique se sont vidées de leurs habitants byzantins. Dès le début du 7e siècle, l'archéologie témoigne en effet d'un repli, ceci étant particulièrement évident à Carthage. La première expédition arabe sur la Tunisie est lancée en 650, à l'époque du calife Othman ibn Affan. Commandée par Abd Allah ibn Saad, l'armée arabe écrase l'armée byzantine du patrice Grégoire près de Sbeitla. En 666, une deuxième offensive menée par Muawiyah ibn Udej à l'époque du calife omeyyade Muawiyah Ier, se termine par la prise de plusieurs villes dont Sousse et Bizerte. L'île de Djerba est prise en 667. La troisième expédition, menée en 670 par Oqba ibn Nafi al-Fihri, est décisive. Ce dernier fonde la ville de Kérouan au cours de la même année et cette ville devient la base des expéditions contre le nord et l'ouest du Maghreb. L'invasion complète manque d'échouer avec la mort d'Ibn Nafi en 683, à la suite d'une embuscade tendue par le chef berbère Koseila au sud de l'Aurès. Après la mort d'Ibn Nafi, les Arabes évacuent Kérouan, où s'installe Koseila qui devient le maître de l'Ifriqiya. Les Byzantins ne sont plus, selon les historiens arabes, que ses simples auxiliaires. Envoyé en 693 avec une puissante armée arabe, le général Ghassanide Hassan ibn Nouman réussit à vaincre l'exarque et à prendre Carthage en 695. Seuls résistent certains berbères dirigés par la Caïna. Les Byzantins, profitant de leur supériorité navale, débarque une armée qui s'empare de Carthage en 696 pendant que la Caïna remporte une bataille contre les Arabes en 697. Ces derniers, au prix d'un nouvel effort, finissent cependant, par reprendre définitivement Carthage en 698 et par vaincre et tuer la Caïna. Contrairement aux Phéniciens, les Arabes ne se contentent pas d'occuper la côte et entreprennent de conquérir l'intérieur du pays. Après avoir résisté, les Berbères se convertissent à la religion de leurs vainqueurs, principalement à travers leur recrutement dans les rangs de l'armée victorieuse. Des centres de formation religieuse s'organisent alors, comme à Kérouan, au sein des nouveaux ribas. On ne saurait toutefois estimer l'ampleur de ce mouvement d'adhésion à l'islam. D'ailleurs, refusant l'assimilation, nombreux sont ceux qui rejettent la religion dominante et adhèrent au kharidjisme, courant religieux musulman né en Orient et proclamant notamment l'égalité de tous les musulmans sans distinction de race ni de classe. La région reste une province omeyyade jusqu'en 750, quand la lutte entre Omeyyades et Abbassides voit ces derniers l'emporter. De 767 à 776, les Kharidjites berbères sous le commandement d'Abou Qura s'emparent de tout le territoire, mais ils se retirent finalement dans le royaume de Tlemcen, après avoir tué Omar ibn Hafs, surnommé Ezarmerd, dirigeant de la Tunisie à cette époque. En 800, le calife abbasside Haroun ar-Rachid délègue son pouvoir en Ifriqiya à l'émir, Ibrahim ibn al-Arlab, et lui donne le droit de transmettre ses fonctions par voie héréditaire. Al-Arlab établit la dynastie des Arlabides, qui règne durant un siècle sur le Maghreb central et oriental. Le territoire bénéficie d'une indépendance formelle tout en reconnaissant la souveraineté abbasside. La Tunisie devient un foyer culturel important avec le rayonnement de Kérouan et de sa grande mosquée, un centre intellectuel de haute renommée. À la fin du règne de Ziadé Allah Ier, 817 à 838, Tunis devient la capitale de l'émirat jusqu'en 909. Appuyé par les tribus Koutama qui forment une armée fanatisée, l'action du prosélyte ismaélien Abou Abdallah Archi entraîne la disparition de l'émirat en une quinzaine d'années, 893 à 909. En décembre 909, Ubaïd Allah al-Mahdi se proclame calife et fonde la dynastie des Fatimides, qui déclare usurpateurs les califes omeyyades et abbassides ralliés au sunnisme. L'État fatimide s'impose progressivement sur toute l'Afrique du Nord en contrôlant les routes caravanières et le commerce avec l'Afrique subsaharienne. En 945, Abou Yazid, de la grande tribu des Ifrenides,
organise sans succès une grande révolte berbère pour chasser les Fatimides. Le troisième calife, Ismaïl Tréma el al-Mansour, transfère alors la capitale à Kairouan et s'empare de la Sicile en 948. Lorsque la dynastie fatimide déplace sa base vers l'est en 972, 3 ans après la conquête finale de la région, et sans abandonner pour autant sa suzeraineté sur l'Ifriqiya, le calife al-Mu'iz Lidin Allah confie à Bolorin ibn Ziri, fondateur de la dynastie des Zirides, le soin de gouverner la province en son nom. Les Zirides prennent peu à peu leur indépendance vis-à-vis du calife fatimide, ce qui culmine lors de la rupture avec ce suzerain devenu lointain et inaugure l'ère de l'émancipation berbère. L'envoi depuis l'Égypte de tribus arabes nomades sur l'Ifriqiya marque la réplique des Fatimides à cette trahison. Les Hilaliens suivis des Banu Sulaym, dont le nombre total est estimé à 50 000 guerriers et 200 000 bédouins, se mettent en route après que de véritables titres de propriété leur ont été distribués au nom du calife fatimide. Kairouan résiste pendant 5 ans avant d'être occupé et pillé. Le souverain se réfugie alors à Mahdia en 1057 tandis que les nomades continuent de se répandre en direction de l'Algérie, la vallée de la Medjerda restant la seule route fréquentée par les marchands. Ayant échoué dans sa tentative pour s'établir dans la Sicile reprise par les Normands, la dynastie Ziraïde s'efforce sans succès pendant 90 ans de récupérer une partie de son territoire, pour organiser des expéditions de piraterie et s'enrichir grâce au commerce maritime. À partir du premier tiers du XIIe siècle, la Tunisie est régulièrement attaquée par les Normands de Sicile et du sud de l'Italie, basés dans le royaume normanno-sicilien, qui finissent par conquérir l'ensemble du littoral tunisien et y fondent le royaume d'Afrique. Celui-ci est une extension de la frontière siculo-normande dans l'ancienne province romaine d'Afrique, alors appelée Ifriqiya, qui correspond aujourd'hui à la Tunisie ainsi qu'à une partie de l'Algérie et de la Libye. Les sources primaires ayant trait au royaume sont en arabe alors que les sources latines, chrétiennes, sont plus rares. Selon Hubert Houben, étant donné qu'Afrique n'a jamais été officiellement ajoutée au titre royaux des rois de Sicile, on ne devrait pas parler d'un royaume norman d'Afrique à proprement parler. L'Afrique normande est plutôt une constellation de villes gouvernées par les Normands sur la côte ifriqienne. La conquête sicilienne de l'Ifriqiya commence sous le règne de Roger II en 1146 à 1148. Le règne sicilien consiste en des garnisons militaires dans les principales villes, des exactions sur les populations musulmanes, la protection des chrétiens et le monnayage de pièces de monnaie. L'aristocratie locale est largement gardée en place, et des princes musulmans se chargent des affaires civiles sous surveillance normande. Les relations économiques entre la Sicile et l'Ifriqiya, qui étaient déjà fortes avant la conquête, sont renforcées, tandis que les échanges entre l'Ifriqiya et le nord de l'Italie sont étendus. Sous le règne de Guillaume Ier de Sicile, le royaume d'Afrique tombe aux mains des Almohades, 1158 à 1160. Son héritage le plus durable est le réalignement des puissances méditerranéennes provoqué par sa disparition et la paix siculo-almohade finalisée en 1180. L'ensemble du territoire de l'Ifriqiya finit par être occupé par l'armée du sultan, Almohad Abd al-Moumin, lors de son expédition depuis le nord du Maroc en 1159. L'économie devient florissante, et des relations commerciales s'établissent avec les principales villes du pourtour méditerranéen, Pise, Gênes, Marseille, Venise et certaines villes d'Espagne. L'essor touche également le domaine culturel, avec les œuvres du grand historien et père de la sociologie Ibn Khaldoun. Le siècle almohade est considéré comme l'âge d'or du Maghreb. De grandes villes se développent, et les plus belles mosquées sont érigées à cette époque. Les Almohades confient la Tunisie à Abu Muhammad Abd al-Wahid ben Abi Hafs, mais son fils, Abu Zakaria Yahya, se sépare d'eux en 1228 et fonde la nouvelle dynastie berbère des Hafsides. Elle acquiert son indépendance dès 1236, et dirige la Tunisie jusqu'en 1574, ce qui en fait la première dynastie tunisienne par sa durée. Elle établit la capitale du pays à Tunis, et la ville se développe grâce au commerce avec les Vénitiens, les Génois, les Aragonais et les Siciliens.